Bonjour, donc je vais vous parler aujourd'hui des deux insurrections des ouvriers canuts lyonnais de 1831 et 1834. Alors pour commencer, je vais partir de la citation d'un journaliste bourgeois qui s'appelle Saint-Marc Girardin, qui a écrit en 1831 dans son journal, je le cite: « Les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase, ni dans les steppes de la Tatarie. Ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Chaque fabricant, c'est-à-dire chaque bourgeois, vit dans sa fabrique comme les planteurs des colonies au milieu de leurs esclaves, un contre 100. Et la sédition de Lyon est une espèce d'insurrection de Saint-Domingue. » Ces deux révoltes des canuts de 31 et 1834 marquèrent effectivement l'irruption sur la scène politique et sociale d'une nouvelle classe sociale, la classe ouvrière. Alors, en 1830, la France était encore très peu industrialisée. Lyon était alors la première ville industrielle. Sur cette agglomération de 180 000 habitants, la moitié de la population travaillait pour l'industrie de la soie. Alors, ce qu'on appelait la fabrique lyonnaise, donc la fabrique de soie, était composée d'une multitude de petits ateliers indépendants. Sur les 30 000 ouvriers tisseurs de soie à proprement parler, à peu près 8 000 étaient des chefs d'atelier, c'est-à-dire qu'ils possédaient chez eux un ou plusieurs métiers à tisser, dont ils devaient assurer l'achat, l'entretien, le montage. Ces chefs d'atelier dépendaient des commandes de ce qu'on appelait des fabricants. En fait, ils fabriquaient rien, donc moi je vais plutôt parler des négociants. En fait, c'était des capitalistes qui fournissaient le fil de soie, passaient commande et récupéraient le produit fini, le commercialisaient et gardaient évidemment les profits. Le gros des travailleurs de la soie, donc au-delà des tisseurs, était composé de tout un tas d'ouvriers, d'ouvrières, des compagnons, des compagnonnes embauchés par les chefs d'atelier ou par d'autres entreprises autour. Donc ils pouvaient être tisseurs, teinturiers, imprimeurs sur étoffe, ovalistes, celles qui préparaient le fil de soie, les ouvriers qui réparaient les machines, les gareurs, les dévideuses, les enfants aussi qui lançaient les navettes de fil. En tout, ça faisait, en plus des 30 000 tisseurs, 40 000 ouvriers. Alors, ils n'étaient pas concentrés dans des grosses usines comme on peut le voir aujourd'hui, mais géographiquement, ils étaient quand même concentrés dans essentiellement un gros quartier sur la colline de la Croix-Rousse. Alors, le mot canut, il désigne indifféremment les chefs d'atelier qui étaient propriétaires des métiers et tous ces ouvriers. Donc, en fait, les canuts, ce n'était pas vraiment un groupe homogène. Parmi les chefs d'atelier, certains pouvaient avoir jusqu'à 10 métiers et se comportaient vraiment plutôt comme des patrons. Mais le chef d'atelier typique, il avait 3 ou 4 métiers et qui étaient mis en mouvement par lui-même, sa femme et peut-être 1 ou 2 compagnons qui vivaient avec lui. Donc le chef d'atelier gardait pour lui la moitié du prix du produit fini et l'autre moitié allait aux compagnons qui vivaient chez lui. Alors, ces tisseurs étaient issus d'une tradition artisanale, mais ils étaient de plus en plus dépendants de gros capitalistes. Et donc, en fait, ces chefs d'atelier, ils occupaient une position un peu intermédiaire entre les capitalistes et puis la masse des ouvriers. Mais en fait, le plus souvent, tous les canuts faisaient quand même front commun contre les riches négociants. Alors, ces insurrections des canuts, elles arrivent dans un contexte qui est bien particulier. Un contexte à la fois de bouleversement économique, avec les débuts de la révolution industrielle, surtout en Angleterre, qui commence un peu à arriver en France, mais aussi une période où la lutte pour le pouvoir entre la bourgeoisie et l'aristocratie n'est pas vraiment terminée, et où il y a encore des courants politiques bourgeois qui se battent contre l'aristocratie et qui contribuent à politiser et à entraîner les travailleurs. Il faut s'imaginer que la décennie de la Révolution française, qui avait permis le renversement de la monarchie avec la participation active de toutes les catégories populaires, n'était pas si vieille. Certains anciens parmi les ouvriers avaient vécu ce soulèvement massif de la population, des paysans, des sans-culottes des villes, d'un certain nombre de bourgeois pour changer la société, soulèvement contre le roi, l'église, les nobles et contre tous leurs privilèges. Après une période au début du XIXe siècle de régime réactionnaire, en 1830, la bourgeoisie libérale, en colère contre le régime qui l'excluait en bonne partie du droit de vote, poussa les travailleurs dans la rue. Donc en particulier à Paris, c'est ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses de juillet 1830 à Paris, donc pour réclamer la chute de la monarchie de Charles X.
Ces trois glorieuses de Paris eurent leur réplique à Lyon, où là aussi, ce furent les bourgeois qui manifestèrent et qui poussèrent les ouvriers, sous peine de sanction, à aller manifester aussi dans la rue. Alors, la bourgeoisie, elle avait poussé les travailleurs dans la rue, mais pour ses propres buts. Il en sortit une monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe, donc un roi qui se disait patriote, qui reprenait le drapeau bleu-blanc-rouge, et puis un régime où l'aristocratie était écartée du pouvoir et où la bourgeoisie pouvait prendre les commandes du pays. Mais cette révolution de 1830 accoucha aussi d'un certain nombre de libertés nouvelles, comme la liberté de la presse, et elle suscita quand même pas mal d'attentes parmi les travailleurs. Donc il y eut une floraison de journaux nouveaux, par exemple les premiers journaux féministes, mais aussi les premiers journaux ouvriers, donc à Paris de façon un peu éphémère, et plus durablement à Lyon, avec le journal des canuts, l'écho de la fabrique, dont on reparlera tout à l'heure. Ce journal, pour la première fois, il donnait le point de vue des travailleurs, des ouvriers, sur l'actualité et sur la société. Par exemple, pour tirer le bilan de la Révolution de 1830, ce journal écrivit non sans humour « Autrefois les gros mangeaient les petits, à présent les petits sont mangés par les gros ». Alors effectivement, si le régime politique avait changé en 1830, la condition et l'exploitation des travailleurs étaient toujours bien là. Alors l'industrie de la soie avait beau être une industrie de luxe, donc qui visait une clientèle très fortunée, elle connaissait quand même régulièrement des périodes de crise que les fabricants, que les négociants répercutaient évidemment sur les travailleurs en les privant d'ouvrage et donc de salaire. Et donc ils pouvaient avoir de longs mois sans aucun revenu. Et à la fin des années 1820, justement, sous prétexte de concurrence suisse ou allemande, les négociants avaient énormément baissé le prix qu'ils payaient au canut. Alors le préfet de l'époque lui-même écrivait en 1831 « Ces malheureux, en travaillant 18 heures par jour, ne gagnaient pas seulement pour vivre ». Alors déjà pour les chefs d'atelier qui étaient propriétaires de leur métier, c'était pas évident de s'en sortir dans ces périodes-là, mais alors pour les compagnons, les compagnonnes, les ouvrières, les enfants ouvriers, la misère était effroyable. Les enfants dès 8 ans, 9 ans, ils étaient employés pour préparer les canettes, ils passaient des journées dans des positions très inconfortables avec un travail qui leur broyait la colonne vertébrale. Les jeunes ouvrières venaient souvent de la campagne, et contraintes très jeunes de travailler dans des locaux mal aérés, avec des positions inconfortables, la tuberculose faisait des ravages, sans parler des abus sexuels ou d'ouvrières contraintes de se prostituer parfois pour compléter des salaires insuffisants. Et donc c'est toute cette population de précaires, y compris des enfants assez jeunes, des femmes, des ouvriers précaires, qui vont être le gros des troupes des insurrections des canuts. Alors ces canuts avaient commencé à s'organiser, notamment à partir de 1828, les chefs d'atelier avaient commencé à monter une société de secours mutuel. Et en 1831, c'est dans le cadre de cette société de secours mutuel qu'ils décidèrent d'exiger des fabricants la mise en place d'un tarif minimum qui soit garanti pour leur travail, un tarif qui permette à tous les travailleurs de vivre dignement. Ils imposèrent au préfet qui sentait l'aspect explosif de la situation d'organiser des négociations entre les représentants des chefs d'atelier et des négociants. Dans une lettre au ministre, le préfet se justifia ainsi par la suite. Je cite « La souffrance était réelle parmi 60 à 80 000 ouvriers. À moins de prendre la cruelle résolution de les tuer tous, on ne pouvait répondre par des coups de fusil à la paisible exposition de leurs besoins. » Le 25 octobre, la négociation en préfecture eut lieu sous la pression de milliers de canuts rassemblés sous les fenêtres. Et un accord aboutit sur un tarif officiellement annoncé par le préfet dans la liesse générale. Sauf qu'une partie des bourgeois, des négociants, refusa cet accord. Ils firent appel au gouvernement, et le gouvernement, au nom de la liberté d'entreprendre, soutint ceux qui refusaient d'appliquer le tarif, voilà, au nom de la liberté d'industrie, et expliquant que ça serait à la libre concurrence de fixer le prix du travail, et surtout pas à un accord.
Alors, c'est face au refus des capitalistes d'appliquer ce tarif qui avait été négocié que les chefs d'atelier et surtout les compagnons en colère appelèrent pour le 21 novembre à une manifestation, à l'arrêt, à la grève, l'arrêt de tous les métiers. Donc ils firent le tour des ateliers dans tous les quartiers, en particulier sur la colline de la Croix-Rousse, je vous ai dit où il y avait le plus d'ateliers, et de cette colline, ils descendirent en masse vers le centre-ville. Sauf qu'en chemin, ils se heurtèrent à un bataillon de la garde nationale. Cette garde nationale, elle avait été recréée après la Révolution de 1830 et c'était en fait des citoyens en armes, mais quand même plutôt des citoyens aisés parce qu'il fallait être capable de payer son équipement pour en faire partie. Et donc le bataillon rencontré par les manifestants canuts qui descendaient de la Croix-Rousse, c'était un bataillon composé de négociants, de privilégiés et qui leur a tiré dessus. Et cet affrontement, ça va vraiment accélérer la mobilisation générale. Les ouvriers remontèrent sur la Croix-Rousse, appelèrent tout le monde aux armes, et certains gardes nationaux d'ailleurs passèrent, qui étaient quand même d'origine canut, passèrent du côté des manifestants. Et finalement, les canuts redescendirent en étant armés de piques, avec l'aide des femmes, des enfants, de toute la population du coin qui les soutenait. Et ils mirent en déroute les gardes nationaux bourgeois. Et donc ils firent la capture du préfet et puis d'un général. Et c'est là qu'on vit sortir le fameux étendard noir qui proclamait « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Alors, en quelques heures, la nouvelle de ce soulèvement s'est répandue dans toute la ville et les ouvriers des autres quartiers, y compris qui n'étaient pas des travailleurs de la soie, venaient en renfort pour se solidariser. Et le lendemain, le 22 novembre, donc avec l'arrivée de l'armée, des barricades se sont construites un petit peu partout, notamment sur la Croix-Rousse, mais dans d'autres quartiers de la ville, c'était encore une ville moyenâgeuse avec des petites rues très étroites, très encaissées, donc propice aux barricades. Alors c'était vraiment toute la population ouvrière de la ville qui s'était mise en branle. Donc je vais citer un témoin de l'époque qui raconte. On a remarqué que les plus acharnés ou les plus audacieux d'entre les ouvriers étaient les plus jeunes. C'était les enfants qui formaient les barricades. Il raconte un peu plus loin. On a vu des femmes d'ouvriers, nouvelles spartiates, faire de la charpie sur le quai, panser les leurs sur le lieu même du combat, ranimer leur courage et les renvoyer au feu. Une caserne de la ville fut prise par les femmes, une armurerie réquisitionnée. Les travailleurs disposaient alors non plus seulement de piques et de bâtons, mais vraiment d'armes. Et le soir du 22, les autorités, complètement prises de court, abandonnèrent complètement la ville aux mains des ouvriers insurgés. Il y a eu probablement 600 morts dans ces affrontements, dont une centaine de soldats. Et là, pendant plusieurs jours, la ville de Lyon est restée entre les mains des ouvriers en armes et c'est eux qui ont maintenu l'ordre. Et à la grande surprise des bourgeois, ils ne se livrèrent à aucun pillage. Il y a eu peut-être quelques maisons de bourgeois particulièrement détestés qui ont été pillées et assaillies, mais on a vu aussi des insurgés jeter des sacs d'argent dans la Saône. Et deux individus, par exemple, qui essayaient de profiter un petit peu de la confusion ambiante pour piller des magasins, ont été arrêtés et passés par les armes par les insurgés. Ils sont allés dans les prisons aussi, ouvrir les prisons, mais ils ont libéré, par exemple, les prisonniers pour dette et ils ont laissé en prison les prisonniers de droit commun. Donc là, c'était quand même un événement sans précédent dans l'histoire, donc des ouvriers à la tête d'une ville qui montrait vraiment la puissance de ce prolétariat puissant, naissant, sa capacité à s'organiser, à s'imposer face à la bourgeoisie, face à ses forces de répression, qui, eux, en face, ont été complètement pris par surprise par la puissance de cette révolte. Mais pour autant, ils n'avaient pas vraiment de plan, ils n'avaient pas vraiment d'état-major, ils ne savaient pas forcément trop où ils allaient, à part la revendication du tarif. Et donc, en réalité, petit à petit, le travail a repris à partir du 28 novembre, avec un tarif un petit peu élevé, mais ça n'a pas trop duré d'ailleurs. Mais parce que le problème, c'est que pendant ce temps-là, pendant les quelques jours où les ouvriers étaient à la tête de la ville, les bourgeois, de leur côté, eux, ils ont préparé la revanche. Le préfet à Lyon, il continuait à papoter avec les insurgés pour gagner du temps, voilà. Et pendant ce temps, les chefs de l'armée, ils préparaient, ils sont revenus, voilà, avec 25 000 soldats de toutes les régions autour et 150 canons.
Et à partir du 3 décembre, donc l'armée est rentrée dans la ville et a réussi à désarmer les travailleurs qui n'ont pas tellement résisté. Assez rapidement, le tarif fut annulé et il y eut une grosse période de répression contre les travailleurs les plus combatifs. Donc 90 furent arrêtés, mais finalement la plupart furent relâchés parce qu'il n'y avait pas vraiment de preuves. Par contre, beaucoup perdirent leur boulot et furent obligés de quitter la ville. Et ceux qui restaient, ils étaient contraints d'aller demander un nouveau livret de travail pour avoir la possibilité de retravailler. Voilà. Alors, cette première insurrection lyonnaise, c'était la première fois que la classe ouvrière, des ouvriers, se battait contre la bourgeoisie pour ses propres intérêts. Et la force du soulèvement des canuts, c'est qu'il a attiré toute la population ouvrière de la ville et même il a suscité de la solidarité parmi les ouvriers du reste du pays. Parce que finalement, tout le monde se retrouvait dans cette revendication assez simple de vivre dignement de son travail. Alors ces événements, malgré la répression, ils ont donné un élan assez important à la politisation des travailleurs et à leur organisation. Alors on le voit un petit peu à travers ce qui se disait dans le journal là, dont je vous ai parlé, l'Écho de la Fabrique, le journal des canuts. Par exemple, en 1832, il écrivait « Les ouvriers, quel que soit le pays qu'ils habitent, sont tous frères ». Il se plaçait tout le temps du point de vue des ouvriers. Et il dénonçait souvent avec des traits assez mordants la bourgeoisie et son état, en particulier dans une rubrique qu'ils appelaient « Coup de navette ». Par exemple, j'en cite une, pendant l'insurrection, « On félicitait un ouvrier de ce qu'il n'avait pas été blessé dans les 3 journées. Parbleu, répondit-il, les négociants nous avaient tellement fait maigrir qu'ils ne pouvaient plus nous ajuster. » Dans ce journal, on débattait aussi des premières idées socialistes, celles des utopistes comme Saint-Simon, Fourier ou Cabet. Je cite encore. « L'inégalité sociale ne divisera plus ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Plus de caste, plus de haine, plus de division et plus de guerre. L'univers entier ne sera plus qu'un immense atelier, où la production incessamment active, affranchie de la concurrence et du monopole, trouvera dans la division du travail habilement combinée une source féconde et intarissable de richesse qui satisfera tous les besoins et contentera tous les désirs. » Alors comment parvenir à une telle société socialiste? Certains continuaient à penser que ça pouvait se faire pacifiquement et d'autres pensaient par exemple que ça passerait par le combat pour la République. L'Écho de la Fabrique prit aussi position, c'est pas inintéressant, contre les atrocités commises par l'armée française en Algérie ou alors d'autres positions en faveur du combat des femmes. Alors au-delà de ce qui était discussion politique et sociale, il y a eu aussi un essor des premières organisations ouvrières, donc les sociétés de secours mutuels. Alors c'était pas seulement mettre ensemble de l'argent de côté pour des coups durs. En fait, c'était vraiment des embryons de syndicats qui regroupaient tous les travailleurs conscients d'avoir des intérêts à défendre en commun contre les bourgeois. Dans la région lyonnaise, donc le mutualisme était d'abord né chez les chefs d'atelier de la soie, mais ensuite il s'est étendu, donc les compagnons, ils ont fondé leur propre société en février 32, et en novembre 33, un grand banquet réunit des mutualistes de Lyon, de Saint-Étienne et de Saint-Chamond. Alors, on arrive en 1834, où en fait une série d'attaques des bourgeois sur le terrain économique et politique mit de nouveau le feu aux poudres. Alors, il y a eu d'abord une grève puissante contre la baisse de certains tarifs, donc toujours des canuts, en février 34, qui a fait reculer les négociants, mais par contre qui amena à l'arrestation des meneurs de la grève et avec un procès à venir en avril 34. En même temps, le gouvernement remettait en cause les libertés gagnées en 1830, notamment la liberté d'association. Alors, il faut savoir que les associations de plus de 20 personnes étaient interdites, mais ce qui était toléré jusque-là, c'est que on faisait des groupes de 20 et puis ça se fédérait. Et par exemple, les mutualistes, mais aussi les républicains, ils fonctionnaient comme ça pour contourner cette limite de 20. Et là, en avril 34, une nouvelle loi prévoyait de durcir l'interdiction et de vraiment empêcher toute organisation de plus de 20 personnes. Donc, ça a donné lieu à une campagne de contestation des républicains, des mutualistes. Enfin voilà, il y a eu une agitation politique pour dénoncer ce mauvais coup. Et c'est dans ce contexte d'agitation politique que s'ouvrit le procès en avril 34 des meneurs de la grève de février 34.
Et en fait, ce procès, il s'est tenu dehors, il y avait des milliers de canuts qui étaient rassemblés, ça discutait dans tous les sens. Et en fait, au moment de ce procès, ils ont senti leur force, ils ont commencé un petit peu à manifester, ils se sont heurtés à l'armée, qui était quand même disséminée un petit peu partout, et ces heurts avec l'armée ont lancé une nouvelle insurrection. Alors, les insurgés ont été moins nombreux qu'en 31, mais il y a eu à nouveau des barricades un petit peu de partout, et les ouvriers ont été maîtres de la ville pendant à peu près 5 jours. Il a fallu 5 jours à l'armée pour tout reconquérir, au prix de centaines de morts. Voilà donc pour ce qui est des événements. Alors avant de terminer, je voudrais donner la parole à un jeune révolutionnaire qui avait 29 ans à l'époque. Donc en 1834, juste après la deuxième insurrection des canuts, il écrit un article qui s'appelle « Qui fait la soupe doit la manger ». Donc il s'agit de Blanqui, je le cite. « Qu'il est difficile au prolétariat d'ouvrir les yeux sur ses oppresseurs. Si à Lyon il s'est levé comme un seul homme, c'est que l'antagonisme flagrant des intérêts ne permettait plus l'illusion à l'aveuglement même le plus obstiné. Alors se sont révélés les trésors de haine et de férocité que recèlent les âmes de ces marchands. Rentrer dans le devoir ou périr sous la mitraille, telle est l'alternative posée aux rebelles. Le devoir du travailleur lyonnais, l'homme-machine, c'est de pleurer la faim en créant jour et nuit, pour les plaisirs du riche, des tissus d'or, de soie et de larmes. » Plus loin, il continue. « Mais quel besoin les travailleurs ont-ils des oisifs? Le capital n'est-il productif entre leurs mains qu'à la condition de ne pas leur appartenir? Je suppose que le prolétariat, désertant en masse, aille porter ses pénates et ses labeurs dans quelque lointain parage. Mourrait-il par hasard de l'absence de ses maîtres? En revanche, combien seraient curieux à voir la mine de nos chers suzerains abandonnés par leurs esclaves? Que faire de leurs palais, de leurs ateliers, de leurs champs déserts? » Et une dernière citation pour conclure d'un militant communiste russe, Riazanov, qui écrira bien plus tard. « La double insurrection lyonnaise manifesta pour la première fois l'importance révolutionnaire de l'élément ouvrier, qui, dans une ville seulement, il est vrai, souleva l'étendard de la révolte contre la bourgeoisie tout entière et posa nettement la question ouvrière. Les revendications du prolétariat lyonnais n'étaient pas encore dirigées contre les bases mêmes du régime bourgeois, mais elles étaient dirigées contre les capitalistes, contre l'exploitation. Ainsi donc, à cette époque en France et en Angleterre, une nouvelle classe révolutionnaire, le prolétariat, entre en scène.